qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador veulent gâcher nos vies. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Quand fait les sirènes mon temps, ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tête, mais moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, F1-2. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politique car dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, me fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloirs qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de l'atome. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour et bienvenue dans Casse-Muraille. Alors aujourd'hui, on est 2 en studio. Il y a moi, Tim, et il y a Gaël qui fait la technique. Oui, bonjour. Alors pour les gens qui ne nous connaissent pas encore, le but de cette émission, c'est de partager la parole des personnes enfermées ou des personnes qui ont un proche enfermé, un ou une proche, afin de montrer le sort que l'État réserve à ses opposants. Nous pensons que l'outil qu'est la prison sert à faire tenir le système capitaliste en légitimant l'exploitation et la soumission généralisée sous couvert de sécurité publique. Ainsi, en critiquant la prison, c'est un fonctionnement social global que nous voulons attaquer. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons une dédicace à faire passer. C'est un message de Bilal pour Mourad, enfermé à Carquefou. Courage à toi, frérot. Et le morceau qu'on veut vous faire passer, c'est Passe-Partout de Balti. المظاهر تحب تصور وتحب لي فلاش تحب السهرية في البواطات وتحب الكاس تحب لي ريستوران تشرب كان الفان بلون تحب تسطح فوق الطاول وتبرد بالكلاصون تحب الفيس خايبة وتحب تولي ميس كل يوم دايرة بغافل وكل يوم بيتها بعريس تحب الشيخة تحب القراهب والسهريات معروفة كالدينار في تونس وسط الحمامات تعشق للجاتسات وتحب لي كاري في اي بي في الحومة اسمها فاطمة وفي البواطة ميلانين تحب الوتلة ساكت كل يوم بيتها في بيتي روح بها صاحبها للبيت بال عدو خيط تحب ترشق الشمبانيا وتحب لي تشين تشين تحب الذوبات والفخامات والبلينغ بلينغ تحب تسطح على الهاوس وتسكسي على السوق تحب تتصور مع المعروفين وتحط على الفيسبوك هذه بنية من البلاد باس بارتو هذه بنية من تونس البلاد باس بارتو بين الوثلة وبين البواتات باس بارتو وين تمشي بارتو شوفها هي بارتو بارتو بنية من البلاد باس بارتو هذه بنية من تونس البلاد باس بارتو وين تحب
تسهر بين البيت باص partout à l'hôtel partout dans les boîtes partout تحب الويب ميني تحب لي طالون ايكوي في دارهم تلبس جبة تبدل كان ابغي من وين تحب تلبس سينيه ديور سنان وجوتشي تحب لي بارفان سينيه كيما نينا ريتشي تجيب في تاكسية ما تروح في مرسيدس تحب تلبس الفودكا وتحب تسرح بالكاس تحب تسهر الليل وتغني تورا تورا تحب تعرف لي سارتيست وجوارات الكورة تحب تقعد مع فلان وتروح مع فلان تعرف كان اللي عنده الهامر واللي عنده البيام تحب ريوس البلاد تحب الكبارات تحب الديامون وتحب فانكات كارات تحب تولي سندريلا وتحب تولي برنسيس تحب تاكل بالفرشيطة اما زيرو في ناس ما تحب تعبي الكاس تحب زادة تعبي الشيب تحب تجيبها هيفا وهبي وتحب تعمل الكليب هذه بنية من البلاد باص بارتو هذه بنية من تونس البلاد باص بارتو بين الوثلة وبين الكوادات باص بارتو وين تمشي بارتو شوفها هي بارتو بنية من البلاد باص بارتو هذه بنية من تونس البلاد باص بارتو وين تحب تسهر بين البيت باص بارتو على l'hôtel partout dans les boîtes partout تكذب وبالفيس ياسر مغرومة كي تشوفها في البلاطة مش كيف ما تشوفها في الحومة تحب تعوم في بيكيني مع سلات جات سات تحب تمشي لبيزا مع حتى لاكولات تحب تعوم في البحر وتشلل في البيسين تحب تعري وتوري بس ترمي عليها العينين تحب الفلوس تحب اللوكس والكلاس في دارهم تاكل رستة مع الغنية تاكل الكلاس تحب البواتات من البورا بورا للبلاطة تحب الميكانيك من الاكس 5 للكلاسة تحب تلقى بلاصة مع الناس تدير الفوق دارهم على قد الحال اللهم تخدم والهو مخنوق هي تحب وتحب 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 تحب تاكل الدنيا وما تاكلش اللي كتب تحب تدير الفوق ودارسة خطوتها تبعت مشيت الغير وخرجت من قصرتها هذه بنية من البلاد باص بارتو هذه بنية من تونس البلاد باص بارتو بين الوثلة وبين الكوادات باص بارتو وين تمشي بارتو شوفها هي بارتو بنية من البلاد باص بارتو هذه بنية من تونس البلاد باص بارتو وين تحب تسهر بين البيت باص بارتو على l'hôtel partout dans les boîtes partout هذه بنية من البلاد باص بارتو هذه بنية من تونس البلاد باص بارتو بين الوثلة وبين الكوادات باص بارتو وين تمشي بارتو شوفها هي بارتو بنية من البلاد باص بارتو هذه بنية من تونس البلاد باص بارتو وين تحب تسهر بين البيت باص بارتو على l'hôtel partout dans les boîtes partout rendez-vous في لافاييت باص بارتو هي وسلتها البنات باص بارتو ميساجات وابلات باص بارتو للمرسيدس وللكيسات باص بارتو ديريكسيون حمامات باص بارتو للسورونات والبواتات باص بارتو تسكي عليها الكبارات باص بارتو متسفر الروضة والسربات باص بارتو Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Alors, pour l'émission du jour, on va écouter un petit montage qu'on a fait avec Clara, qui est absente aujourd'hui, vous avez remarqué. Il y a 2 semaines, en fait, on était à la cour d'assises spécialement composée pour assister à un procès et s'intéresser à la justice antiterroriste. Je profite de ce lancement pour remercier chaleureusement Alexis qui s'est occupé de la prise de son. Merci ma gueule. En ce moment, à la cour d'assises antiterroriste de Paris, il y a un procès qui est en train de se dérouler, qui est appelé le procès de l'attentat de Condé-sur-Sarthe. C'est Mickaël Chiolo qui est jugé sous son état civil et qui utilise comme nom Abdelkrim. En fait, les faits qui sont jugés, c'est un prisonnier qui, lors d'une UVF, a, avec sa compagne, attaqué de bâtons à coups de couteau et d'acide. Voilà, suite à ça, il y a le RAID qui est intervenu. Et dans l'intervention du RAID, la compagne de Mickaël Chiolo s'est fait descendre, tandis que lui a été blessé à la mâchoire. Oui. D'ailleurs, j'ai dit que l'attaque a eu lieu à coups de couteau et d'acide. Les matons se sont fait attaquer à coups de couteau. C'est le RAID qui s'est fait projeter de l'acide. Et donc, Chiolo, qui est la personne qui est le prisonnier qui a attaqué les 2 matons, revendique son action. Il revendique l'avoir mené seul avec sa compagne
et l'avoir fait au nom de l'État islamique. Il y a 4 personnes qui sont jugées avec lui et qui sont accusées de complicité, d'avoir été mis au courant de l'attentat avant qu'il se déroule et qui du coup sont jugées pour association de malfaiteurs. Carrément. Et donc nous, on est allé assister, donc c'est un procès qui dure 5 semaines. Faut se rendre compte, 5 semaines, ça veut dire que les prisonniers ils assistent à tout le procès, toute l'audience. Et donc pendant 5 semaines, ils sont extraits des prisons d'Île-de-France dans lesquelles ils sont actuellement pour le procès. Et ils sont assis, très mal assis, dans le box toute la journée. C'est pour donner un petit contexte. Et donc nous, on allait assister à ce procès pendant 1 semaine. Et de ce procès, on a appris des choses sur le fonctionnement de la détention. Donc on ne voulait pas revenir particulièrement sur les faits et le fond du procès, mais plutôt partager ce qu'on a appris sur le fonctionnement de la prison et de l'administration pénitentiaire pendant ce procès. Parce que la semaine où on y était, c'est la semaine où témoignaient ou auditionnaient les parties civiles et des directeurs de détention, plusieurs travailleurs de la prison. Donc pour vous raconter ce qu'on a appris pendant ce procès, on avait identifié 4 points qui nous paraissaient intéressants à raconter. Voilà, oui, le premier point sur lequel on voulait venir, qui est un peu le point de départ aussi de pourquoi ça nous intéressait, c'est que du coup, suite à cette attaque, il y a eu un blocage de la prison par les matons. Du coup, les matons ont essayé de bloquer l'accès à la prison, ils voulaient laisser rentrer et sortir personne. C'est ça, c'est ce qu'ils appellent se mettre en grève. Et ça a impacté d'ailleurs beaucoup d'autres prisons, parce qu'il y a eu un mouvement général des matons syndicales qui ont tenu moins de 3 semaines dans les autres prisons, mais ça a été un mouvement national. Comme à son habitude, dans l'administration pénitentiaire, quand il y a du mouvement à l'intérieur, quand il y a des trucs, ça me fait penser à l'évasion de Mohamed Amra, où il y a une personne qui s'évade, il y a des matons qui sont tués, certes, mais suite à ça, tous les prisonniers sont punis. Et il y a vraiment cette pratique de la punition collective. Il y a un prisonnier qui bouge et c'est tous les prisonniers qui mangent. Et donc pour revenir à ce blocage par les matons de Condé-sur-Sarthe, il y a un chef de la détention qui est venu témoigner et qui a raconté comment s'est passé le blocage pour lui, parce que lui, il a choisi de rester dans la prison pour la faire tourner pendant le blocage. Ouais, de peur que les matons ne le laissent pas rentrer. D'ailleurs, les matons le traitaient de traître, puisqu'il allait donner à manger aux prisonniers, donc c'était un traître dans cette famille qu'on verra finalement unie au procès, alors que ça a fait des grosses dissensions entre les matons de base et le reste les différents grades de l'administration. Et du coup, les matons étaient vraiment remontés contre leur administration à l'époque. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que c'était vraiment illustrant pendant tout le procès. Chaque maton qui venait témoigner, en fait, donc Kyolo qui a fait l'attaque avec son avocat, ils ont décidé de faire une défense où, comme Kyolo il reconnaît les faits, il n'a pas grand-chose à perdre, et donc ils en profitent pour faire un procès politique de la prison, puisque eux, ils cherchent à démontrer que aussi Kyolo il est le produit de cette institution et donc d'un vécu de violence systémique. Et donc l'avocat de Kyolo, il aura demandé à tous les travailleurs de l'administration pénitentiaire de témoigner sur la violence de cette institution. Et là, c'est la grande omerta, c'est le grand silence de l'administration pénitentiaire, où chaque maton ou autre travailleur qui est interrogé nie tout à fait avoir déjà entendu des matons tenir des propos du style « c'est nous contre eux », etc., ou avoir assisté à des violences. Alors que quand même, si vous écoutez Casse-Muraille régulièrement, on sait que la prison, c'est une institution qui fonctionne sur la violence de ses travailleurs. Et eux, ils le nient en tout point. Même les 2 matons qui se sont fait attaquer, quand ils sont interrogés pour savoir est-ce que vous pensez qu'il y avait une faille de sécurité et que c'est pour ça que vous avez subi l'agression que vous avez subie, non. Et leur réponse, c'est de surtout pas critiquer l'administration pénitentiaire. Donc là, dans ce procès, que ce soit du directeur de l'administration pénitentiaire à n'importe quel maton, il n'y en a pas un qui va remettre en cause le fonctionnement de l'administration pénitentiaire ou émettre une critique. Alors que si on revient au blocage,
ça a bien été nommé qu'à ce moment-là, il y avait plein de frictions entre les personnels de direction et les surveillants. Et puis dans les témoignages de prisonniers, dans on commence, enfin quand même à force de voir des morts au mitard, on sait que dans telle prison il y a des équipes, enfin il y a une équipe de matons violents, on sait que il y a plein de trucs qui se passent en termes d'islamophobie et tout, et du coup vraiment des violences à ce niveau-là, et tous disent bien sûr que ça peut exister, dans l'administration pénitentiaire comme ailleurs on n'est pas à l'abri d'une brebis galeuse, mais je n'en ai jamais vu, mais je n'en ai jamais rencontré. Moi, j'ai jamais entendu ça, etc., etc. Oui, c'est ça. Donc, on est vraiment face à une institution qui se tient et dans laquelle aucune des personnes qui y participent ne peut la critiquer. Donc, un peu comme l'armée, c'est la grande muette. Et donc, si on se focalise sur Condé-sur-Sarthe et ce qu'on a appris des conditions de ce blocage, qui a duré 21 jours, et donc 21 jours dans lesquels il y avait pas de surveillants dans la prison pour faire les mouvements. Donc pas de famille qui rentre au parloir, pas d'UVF, pas d'activité, pas de cours, pas de travail. Pas de courrier. Pas de courrier. Et donc la gamelle, elle a été distribuée par le chef de détention avec un autre membre de la direction qui faisait donc la distribution. Alors on a entendu deux choses différentes dans deux témoignages différents. Il y en a un qui racontait que tous les matins, il passait 3 heures à aller distribuer la gamelle cellule par cellule et que le soir, il revenait passer 3 heures à distribuer la gamelle cellule par cellule. Et il y en a un autre, mais c'est peut-être qu'il y a eu 2 temporalités différentes, qui dit on a fini par mettre les 2 gamelles de la journée dans un sac et faire une seule distribution de sac dans la journée. Et donc au bout d'un moment, ces 3 travailleurs, ils ont eu des renforts pour tenir la détention des hérisses et de la gendarmerie. Mais donc c'était une détention qui fonctionnait au minimum, et même pour les problématiques de santé, c'était très difficile de faire intervenir le personnel soignant. Donc il n'y avait pas possibilité d'être amené au quartier sanitaire, à l'unité sanitaire, donc c'est le personnel soignant qui, quand il pouvait, se déplaçait en cellule. Et donc sur l'autre truc qui est resté pendant ces 21 jours, donc 21 jours où chaque prisonnier ne sort pas de sa cellule, il n'y a pas de promenade non plus, donc c'est 21 jours enfermés dans une cellule, 24 heures sur 24. Pendant ce moment-là, il y a aussi un moment où, étant donné qu'il n'y avait aucune communication vers l'extérieur, ils se sont autorisés pour permettre à chaque prisonnier d'accéder 5 minutes à la cabine téléphonique pour appeler leur famille et les rassurer. Donc voilà, on savait que ce blocage il avait été particulièrement terrible en termes de conditions de vie pour les prisonniers, mais on a pu se figurer mieux dans les détails ce que ça signifiait. Mais du coup, un des autres aspects là qui nous a vraiment intéressés, pardon, peut-être je vais faire une redite, mais voilà, vu que Condé a été sélectionné comme la prison pour les narcotrafiquants, on avait aussi de l'intérêt à assister à ce procès, à comprendre de l'intérieur comment ça fonctionne, et en savoir plus. Et bon, ce à quoi on ne s'attendait pas spécialement, mais en tout cas, un des gros trucs qu'on a appris, c'est tout ce qui touche au renseignement pénitentiaire. Sachant que, à l'époque des faits, donc cette attaque à Condé-sur-Sarthe, elle a eu lieu en mars 2019, à ce moment-là, on était au tout début d'une nouvelle doctrine du renseignement pénitentiaire qui depuis s'est affinée, mais du coup ils en ont parlé, que ce soit le directeur de l'administration pénitentiaire de l'époque ou le directeur de la prison de l'époque, ou tous ces gens-là nous ont quand même beaucoup raconté, et un des témoins anonymisé pendant le procès s'appelait ARP 1273, ARP pour agent de renseignement pénitentiaire. Voilà, et du coup, en fait, pendant ce procès, ça a été l'occasion d'apprendre comment ça fonctionne. Enfin, pour l'instant, on avait des petites bribes et on connaissait mal. Mais du coup, là, ça a été l'occasion d'apprendre un peu plus le fonctionnement. C'est-à-dire que du coup, maintenant, donc, il y a un service national de renseignement pénitentiaire, qui est un service structuré, qui est un service à l'échelle nationale,
Ça veut dire qu'il y a 1 ou 2 agents de renseignement pénitentiaire dans chacune des prisons de France, donc ça fait quand même du monde. Et que tous ces gens-là travaillent de manière coordonnée aussi avec les services de renseignement généraux à l'extérieur. Et du coup, ça fait un service de renseignement en plus. C'est ça, c'est qu'en fait, l'institution du renseignement pénitentiaire, c'est devenu une branche des renseignements de l'État français au même titre que la DGSI et la DGSE. Ils ont quasiment les mêmes outils. Alors, ils sont un peu plus jeunes, donc ils mettent un peu plus de temps à acquérir certains outils. Par exemple, là, ils parlaient de l'intelligence artificielle pour pouvoir retranscrire des notes d'écoute ou de lettres qu'ils ont mis plus de temps à l'avoir et qu'ils ne l'avaient pas à l'époque de cette attaque. Mais donc on a bien compris qu'ils ont les mêmes outils que la DGSI, la DGSE, grosso modo, et les mêmes pouvoirs. Et c'était tout l'intérêt de la création de cette structure, donc, qui est aussi structurée au niveau de la direction interrégionale des services pénitentiaires, où il y a une direction interrégionale des renseignements pénitentiaires. Et au niveau national, il y a aussi un bureau national du renseignement pénitentiaire. Et donc ce ne sont pas les mêmes travailleurs à chaque échelle. Donc à l'échelle territoriale, dans les prisons, c'est des surveillants qui sont affectés au renseignement pénitentiaire, qui ne font que ça de leur journée, et qui rendent des comptes du coup au directeur national et aussi au directeur de la prison. Ils ont de toute façon des réunions globalement pour se raconter tout ce qu'ils découvrent et qu'ils analysent. Au niveau interrégional, du coup, il va y avoir d'autres types de travailleurs, donc des traducteurs et des analystes. Et au niveau national, il y a aussi des traducteurs, des analystes, des informaticiens, tout ce type de métier qui touche au renseignement. Et même des contractuels là-dedans. Enfin, tout le monde ne fait pas partie, n'est pas fonctionnaire en fait dans le truc. Et donc on a commencé par entendre ce fameux ARP, donc agent des renseignements pénitentiaires, qui était entendu puisque quand l'attaque a eu lieu, du coup il a intégré la cellule du RAID pour écouter et noter l'UVF dans lequel Kyo se trouvait. Et donc on a pu aussi l'entendre raconter un peu ses journées de travail, où on s'est rendu compte qu'il passe son temps à envoyer des mails pour raconter ce qu'il entend dans les écoutes téléphoniques qu'il fait des prisonniers, et que donc notamment les prisonniers DPS sont écoutés par lui en permanence. Dans cette affaire, la cellule de Kyolo avait été mise sur écoute, et le Gourbi, la salle de convivialité de l'aile dans laquelle il était enfermé, a aussi été mise sur écoute pour écouter les discussions entre prisonniers. Un des trucs aussi, un des intérêts de l'écoute pour eux, c'est de détecter les téléphones portables dans les cellules, savoir si les gens parlent la nuit, d'écouter les gens parler tout seuls. Ça les intéresse beaucoup aussi pour savoir comprendre la psychologie et savoir qu'est-ce que pense le prisonnier et s'il est en train de jouer un rôle ou pas, et écouter aussi ce qui se dit aux fenêtres. Et donc il y a le directeur de l'administration pénitentiaire qui a raconté un peu le contexte de cette mise sur écoute, en expliquant que c'était pas un processus qui pouvait mettre en place tout le temps des mises sur écoute de cellules, que ça passait par une direction justement de la direction de l'administration pénitentiaire qui devait donner l'autorisation, et qu'il fallait monter une légende. C'est-à-dire que pour que la mise sur écoute, les micros soient placés dans la cellule sans que personne s'en rende compte, ils prétextent une fouille de cellules. Et donc là, il y a un agent qui est un agent infiltré, en fait, qui vient participer à la fouille de cellules et qui pose les micros à ce moment-là. Et pareil pour venir récupérer les micros. Et donc on a entendu un ELAC aussi, qui disait que son équipe, à Condé-sur-Sarthe, donc les ELAC, c'est une équipe de surveillants qui travaillent dans la prison, mais qui ne sont pas affectés à un bâtiment ou au parloir, etc. C'est l'équipe de sécurité. Donc qui fait la gestion de certains prisonniers, des prisonniers en quartier d'isolement, des DPS, ou qui intervient quand il y a un problème. C'est un peu la BAC de la détention, quoi. Voilà. Et c'est eux qui ont des pouvoirs de police à l'extérieur des prisons pour contrôler, voire arrêter des gens en attendant les keufs, les gens qui feraient des paraloas sauvages ou qui balancent des parachutes. Ouais. Et donc c'était là qui disait que son équipe
fait 2 écoutes par semaine, 2 écoutes téléphoniques aussi, donc on a compris qu'il participait au renseignement pénitentiaire également, et que donc il communique avec les renseignements pénitentiaires pour dire ce qu'il a découvert. Dans tout ça... Merde, je pense à 2 trucs en même temps, du coup j'en oublie un. Il y a un des trucs, c'est que par exemple ce service de renseignement pénitentiaire, il participe à la préfecture une fois par semaine à, je sais plus comment ça s'appelle, mais une réunion sur la sécurité du territoire. Donc savoir en fait les prisonniers sensibles, les prisonniers radicalisés, les prisonniers qui risquent de s'échapper, les grands bandits, tout ça, et de faire un rapport dans une commission spéciale à la préfecture, donc auprès du préfet chaque semaine. Donc ils sont quand même très très intégrés dans l'appareil d'État, dans l'appareil de renseignement, dans la surveillance généralisée en fait. C'est ça, c'est les GEP, le nom de ces réunions. C'est le groupe d'évaluation départementale. Et par exemple, donc, ils évaluent des personnes qui sont étiquetées terroristes ou potentiels terroristes sur le territoire du département. Et ça leur permet de continuer à faire un lien quand il y a une personne qui est surveillée par les renseignements territoriaux. Ensuite, c'est les renseignements pénitentiaires qui prend le relais si cette personne elle est incarcérée. Et inversement. Et alors, le dernier truc qu'on voulait raconter, que sûrement à l'intérieur des prisons, c'est quand même quelque chose d'assez connu, j'imagine. C'est le fichage par Genesis. Et du coup, Genesis, c'est une base de données dans laquelle chaque travailleur de l'administration pénitentiaire peut noter des observations. Par exemple, que tel prisonnier a donné un bout de gâteau à tel prisonnier. Ou que tel prisonnier... par exemple, que sur un mouvement de tête de un prisonnier, tous les autres se taisent. Ou... etc. etc. Mais par exemple, du coup, dans ce procès-là, pour en revenir à cet agent du renseignement pénitentiaire, on a l'impression qu'il y a plein de trucs qui ressortent dans cette base de données ou dans l'appréhension du risque dans la prison, qui sont des rumeurs ou en fait des trucs qui viennent de l'agent de renseignement pénitentiaire, qui en parle au directeur de la prison, qui en parle au chef de détention, qui en parle au maton, et que finalement, lui, il est capable d'insuffler une rumeur à l'intérieur que après tous les matons vont reprendre, ou là, en tout cas, au procès, il y avait vraiment un récit d'un groupe terroriste qui s'est constitué au sein de la prison, alors que finalement, dans les observations des matons, ça apparaissait très peu, et tout ça. Mais du coup, il y avait un truc de dire, regardez, dans Genesis, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Voilà. Et du coup, c'était quand même très instructif de savoir ça, aussi dans ce rapport dans la prison, où tout est épié, et finalement, maintenant, tout est enregistré, quoi. C'est ça, c'est que c'est... En plus des CRI, où les matons qu'on note qu'il se passe un truc qui leur convient pas, ils font un CRI, il y a Genesis, où il y a des tonnes d'observations qui sont notées, comme tu le disais. Un tel et un tel parlent à la fenêtre, un tel a fait des menaces de mort, un tel se met du noir sous les yeux, et du coup, ça, c'est bien un signe. C'est ça. Et ça, c'est un logiciel du coup qui est utilisé dans toutes les prisons et que les matons sont formés et invités à utiliser régulièrement. C'est-à-dire que les matons, à la fin de leur journée, enfin non, même pas à la fin de leur journée, dès qu'ils observent quelque chose, ils doivent aller le noter dans le bureau des surveillants sur Genesis. Et ça leur permet de dresser des profils et d'avoir une source d'information en mode Big Brother sur tous les prisonniers. Et évidemment, là du coup, dans ce procès sur l'association de malfaiteurs, ça revenait beaucoup les notes sur Genesis. Mais c'est qu'en fait, ça vient formaliser des choses qui relèvent que de la subjectivité des surveillants dans leurs interactions qu'ils ont avec les prisonniers. Et donc, c'est les surveillants, ils notent un peu ce qu'ils pensent, mais c'est souvent peu fondé, ou à la volée, ou à travers des discussions avec d'autres surveillants ou avec d'autres prisonniers. Mais une fois que c'est inscrit dans Genesis, c'est comme si c'était gravé dans le marbre, que c'est une réalité sur chaque prisonnier. C'est un peu comme la création de signes, de choses signifiantes qui ne le sont pas forcément, mais le fait de le noter, ça crée
du sens, où ça, C'est ça, ça ça- construit du ouais. sens. Ils façonnent une réalité à partir de leur propre subjectivité, quoi, de leur propre ressenti ou impression. Et donc Genesis, on nous a décrit l'interface, comment elle fonctionne. Et donc moi, ce que j'ai compris, il y a une fiche par prisonnier. Et dans cette fiche, il y a des onglets avec le dossier pénal, le parcours pénitentiaire, dans quelle prison. J'imagine que les séries, ils apparaissent aussi sur Genesis. Évidemment. Et toutes ces notes après Genesis du quotidien. Et toutes les démarches sûrement aussi, j'imagine. Ça, j'en suis pas sûre, que ça n'a pas été dit et je l'ai jamais entendu, mais j'imagine s'il y a autant d'informations, il doit y avoir aussi toutes les démarches de JAP, de commission d'application des peines, de demande de parloir, etc. Enfin, tout y est gravé. Voilà. Non mais voilà, c'est un peu ça qu'on voulait raconter. Enfin, de toute façon, à l'heure où on parle, là, le procès n'est pas terminé. Puis ça nous intéresse. Enfin, pour le coup, c'est pas le fond de l'affaire. Enfin, comme de toute façon, de notre positionnement à Casse-Muraille, c'est quand même de pas s'intéresser aux condamnations des gens, mais à la réalité de la vie en prison. Du coup, c'est vraiment dans cette optique-là que nous, on allait suivre ce procès. On n'a pas grand-chose à dire de plus sur l'histoire, sur les enjeux, sur tout ça. Oui, voilà, parce que évidemment, on a eu plein d'autres analyses, plein d'autres ressentis lors du procès, notamment sur ce que subissent chacun des accusés dans leur parcours personnel. Mais aussi, on manque de recul, étant donné qu'on n'a pas pu assister personnellement. On va avoir les infos, mais on n'a pas pu assister à tout le procès et qu'il n'est pas terminé. Et puis que de toute façon, le procès, ce n'est que la vérité judiciaire, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. On n'avait pas envie de commenter spécifiquement le fond du procès, mais plutôt de raconter ce qu'on avait pu y entendre, d'intéressant sur la compréhension de la prison dans son fonctionnement. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Donc vous êtes toujours sur Casse-Muraille. On vient d'écouter un petit montage qui avait été réalisé par Clara et Tim. Et on arrive à la fin de cette émission. C'est la dernière émission là avant l'été. Nous, on a besoin d'une pause un peu. Là, on va s'accorder quelques mois de vacances. On vous a préparé toute une liste de rediffusions. On a essayé de choisir les émissions qu'on avait bien aimées là, tout au long de l'année pour les repasser. Donc, vous pouvez les retrouver sur le même créneau. Là, tous les vendredis, on vous a prévu une petite rediffusion. Et on se retrouve le 3 octobre pour faire de nouveau du direct. Donc, j'espère que vous allez passer un bon été. Tim, est-ce que tu peux rappeler les contacts pour nous contacter ? Bien sûr. Alors, c'est possible de nous écrire par courrier à Casse-Muraille chez B17 au 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. C'est possible toujours de nous appeler au 07 82 98 43 59. Et après, on a un mail et les réseaux, enfin, on est sur Insta notamment. Voilà, mais n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Merci beaucoup. Du coup, on vous souhaite bien du courage là pour les gens qui sont enfermés encore cet été. Ouais, carrément. Et puis à bientôt. Au revoir. Ouais, bel été à vous. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.